Alors, je vais parler à l'élu. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Et la question qu'on va se trouver posée dans cette table ronde est absolument clé. Parce qu'on voit que c'est possible. Les techniques sont présentes. On considère qu'il y a une possibilité de les financer si on veut bien. Est-ce que ça va être accepté? Et encore une fois, est-ce qu'il n'y aura pas un soupçon en disant ça va toujours servir aux mêmes? Est-ce que ça ne va pas encore accroître le sentiment, la réalité, ou le sentiment d'inégalité? On l'a bien vu avec les bonnets rouges. Moi, j'étais chez moi en Bretagne, et c'était clair. C'était typiquement la double peine. On est éloigné, et en plus on paye. Et donc, cette question-là, ça m'est vraiment resté à l'esprit. Et de manière générale, c'est sans arrêt, c'est-à-dire c'est toujours les mêmes qui payent. Donc, le soupçon grandit de dire qu'il y a une sorte de complot général contre les autres, contre nous. Et donc, cette question-là, évidemment, je vais la poser d'abord à l'élu, qui va nous expliquer comment il sent l'affaire. Parce que on dit sans arrêt que vivre ensemble, ça devient de plus en plus compliqué parce que les gens n'ont pas l'impression qu'il y a la même société, la même vie pour tout le monde, et que la République s'effrite quand même. Le sentiment de commun, de participer, s'effrite. Alors, comment vous sentez ça? Bien, merci pour l'invitation, et puis je voudrais saluer l'ensemble des intervenants et des participants. C'est vrai que cette question de l'acceptabilité de nos politiques publiques, que ce soit au plan local ou au plan national, elle est centrale. Moi, je crois qu'il y a différentes choses qu'on peut dire. C'est que, d'abord, peut-être il ne faut pas attendre toute la loi, déjà. Ensuite, il faut s'appuyer sur les atouts des territoires, sortir des clivages partisans, et puis essayer d'associer au mieux les citoyens au débat. Alors, ne pas tout attendre de la loi, ça je le dis parce que moi je suis parlementaire, et aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a un problème dans le pays, il faut faire une nouvelle loi. Moi, je dis, faisons des lois quand c'est nécessaire, mais n'en rajoutons pas parce que notre France, notre administration est déjà très complexifiée, très centralisée. Deuxièmement, sachons reconnaître les belles initiatives des régions, des départements, des communes, des intercommunalités. C'est pas mon bord politique, mais quand la région Rhône-Alpes fait un plan Zéro Emission Valley en déployant des stations à hydrogène, je dis bravo. Quand la métropole de Grenoble fait une prime air-bois pour diminuer les émissions de particules en hiver issues des foyers ouverts, eh bien je dis bravo. Et il faut qu'on soit capable de dépasser les clivages partisans et de se retrouver. Parce qu'à l'échelle d'un territoire, les élus, ils discutent entre eux sur des projets, et pas sur des problématiques de politique politicienne. Après, c'est très important qu'on valorise les territoires. Voilà, moi je pense qu'on est des élus nationaux, les députés, mais on est rattaché à une circonscription. Un territoire, c'est une culture, c'est une géographie, et puis ce sont des hommes, des forces vives, qui ont façonné ce territoire et qui l'ont fait vivre. Moi, je suis issu de l'Isère, le sud de l'agglomération de Grenoble. C'est le berceau de la huile blanche, l'hydroélectricité. Ça a vu naître des industries, papeterie, électrochimie, électrométallurgie. Des industries qui souffrent. Il faut accompagner aujourd'hui ces hommes dans cette transition. Et puis, il y a un acteur qui est central dans les territoires, c'est l'université. Parce que l'université, elle fait le lien entre la formation, la recherche, le CEA, on vient d'en parler par exemple, et l'industrie. Et c'est comme ça qu'on va réconcilier l'industrie, des entreprises en transformation, et puis l'high-tech. Vraiment par ce savoir, par cette R&D, par ce soutien aux startups appuyé sur un territoire, là est la clé vraiment de l'acceptabilité. Et puis, aujourd'hui, il faut entendre le besoin des citoyens de participer au débat. Dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, il y a eu toute une série de débats qui ont été organisés pendant un an. J'en ai organisé un justement à Saint-Martin-d'Air, à l'université de Grenoble-Alpes. 700 personnes sont venues donner leur avis. Il y a vraiment une volonté, une motivation de prendre part. Et ça, il faut qu'on l'entende. C'est une des raisons aujourd'hui pour lesquelles, en sortie de crise des Gilets jaunes, le président de la République a créé cette Convention citoyenne pour le climat. 150 citoyens qui se réunissent 3 jours par semaine, 7 fois sur 4 mois, et qui vont essayer d'imaginer des solutions et d'apporter leur pierre à l'édifice.
Donc il faut imaginer de nouvelles solutions pour associer les citoyens, et plus on les associera au projet, les coopératives citoyennes, les associations citoyennes pour créer des énergies renouvelables, la prise de participation dans les projets éoliens, plus on associe les citoyens, et plus on enlève des freins et des peurs. Voilà quelques réponses. Réseau Action Climat. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bonjour, je pense que cette année 2020, c'est une année un peu spéciale, vous avez dû en parler je pense depuis ce matin, puisque c'est cette année qu'on doit atteindre normalement 23% d'énergie renouvelable. C'est l'objectif français dans le cadre de l'Union européenne. Et en 2018, on était à 16,5, donc peu probable qu'on atteigne malheureusement cet objectif de 23%. On voit que la France, c'est l'un des pays les plus en retard avec les Pays-Bas, et on peut se poser la question effectivement de cet aspect un peu culturel français, effectivement de cette vision de l'énergie très centralisée et qui appartient ou qui est produite par un petit nombre d'acteurs. Et c'est vrai que d'autres acteurs comme les citoyens, les collectivités, les agriculteurs ont mis du temps à se sentir légitimes à produire de l'énergie. Alors de plus en plus, je pense qu'on en parlera avec CIPENR, mais de plus en plus les collectivités deviennent productrices d'énergie renouvelable, directement ou via des SEM. De plus en plus des citoyens développent des projets citoyens d'énergie renouvelable. Des agriculteurs développent aussi des activités, notamment dans la méthanisation. C'est un complément de revenus. Vous parliez des gilets jaunes. Mais justement, les énergies renouvelables, pour les territoires ruraux, parce que c'est quand même plutôt dans les territoires ruraux qu'on va faire les énergies renouvelables, c'est une source de revenus si effectivement ces moyens d'énergie renouvelable appartiennent aux acteurs locaux. Et c'est là la vraie question, c'est à qui appartiennent ces moyens de production? Est-ce qu'on laisse une part du capital aux citoyens et aux collectivités, en tout cas aux acteurs locaux, pour que les revenus, non seulement la fiscalité, mais également une partie des revenus de la vente de l'électricité, du gaz ou autres, restent dans les territoires, participent à la création de valeur, à la création d'emplois, et c'est là où on va réconcilier le monde rural, probablement, avec ces énergies renouvelables qui ne seront pas du coup quelque chose d'imposé et qui apporte uniquement des inconvénients, mais qui apporte également une nouvelle valeur, un avenir et de l'activité pour les territoires ruraux. Donc c'est là où il est important d'avoir au niveau national une stratégie pour le développement des énergies renouvelables citoyennes et locales et une vraie politique de soutien pour ces projets, ce qui ne veut pas dire que tous les projets d'énergie renouvelable doivent être citoyens et locaux. Il y aura évidemment toute une diversité et au sein du CER, il y a évidemment toute une diversité, mais c'est important d'avoir vraiment une place pour ces projets-là, pour qu'ils puissent se développer et que la France rattrape les autres pays sur le développement des renouvelables. Alors, comment vous rassemblez les gens? Comment vous faites? Comment vous faites? Parce que là, on est assez d'accord, mais comment vous faites? Est-ce que vous sentez que des gens de plus en plus vous rejoignent? Comment vous faites? Alors, de plus en plus, effectivement, il y a des acteurs comme Énergie Partagée, qui est à la fois un fonds et une association. Et dans son volet association, alors je ne vais pas parler, je pense qu'Arnaud en parlera plus en détail, mais sa vocation Énergie Partagée est bien d'outiller les acteurs territoriaux, les citoyens, les collectivités ou d'autres, pour qu'ils puissent effectivement développer ces projets. Il y a des outils financiers, il y a des outils plus d'accompagnement, puisque ce n'est pas leur métier au départ de faire ce genre de projet, mais il y a bien maintenant des acteurs comme Énergie Partagée et ensuite des acteurs territoriaux qui sont là pour accompagner les citoyens avec l'aide de l'ADEME qui a aussi mis des moyens à ce niveau-là. Alors, l'autre question, c'est au niveau national. Quelle est la place du citoyen dans les décisions nationales sur l'avenir énergétique de la France? Michel Papalardo le disait, on a eu beaucoup de débats nationaux. Monsieur le député le disait également, sur la PPE, un grand débat. Énormément de monde consulté grâce à la CNDP qui a fait un très très bon travail. La conclusion, les Français veulent plus d'énergie renouvelable, ils veulent aussi plus d'efficacité énergétique. Rappelons que quand on met des énergies renouvelables dans des territoires ruraux, ça pose la question aussi
de la consommation d'énergie, parce qu'on va se dire, ah oui, mais si je mets des éoliennes ou des panneaux solaires, je vois effectivement qu'il y a un impact, et du coup ça me questionne sur ma consommation d'énergie. Donc on embarque aussi la maîtrise de la demande en énergie. Et dans ce débat public sur la PPE, donc il y a cette volonté de développer les renouvelables, d'économiser l'énergie, et aussi de réduire la part du nucléaire, parce que c'est quand même quelque chose qui va avec, en même temps à ses limites. Et dans le débat public, il y avait la volonté que ce décalage de l'échéance à 50% de nucléaire soit à 2030 au maximum, ce qui était techniquement démontré par RTE, puisque c'était la date si on ferme les réacteurs nucléaires au fur et à mesure qu'on développe les renouvelables, fameux scénario Ampère pour les adeptes des bilans prévisionnels RTE, 2030. Or, cette conclusion du débat public PPE n'a pas été suivie des faits, puisque finalement ce décalage a été à 2035. Ça pose donc la question de ces débats publics. À quoi ça sert? C'est toujours la question. Il y a une consultation actuellement sur la PPE. À quoi ça sert de répondre si ensuite les réponses ne sont pas prises en compte? Maintenant, il va y avoir une nouvelle question extrêmement cruciale. Est-ce qu'on va vers du 100% énergie renouvelable? Est-ce qu'on construit de nouveaux EPR? C'est une question technique, mais ce n'est pas du tout qu'une question technique. C'est une question économique très lourde. C'est une question d'aménagement du territoire. C'est une question sur où va la valeur. C'est une question sur à qui appartiennent les moyens de production d'énergie. C'est une question sur la MDE. Cette question, est-ce qu'elle va être traitée avec les citoyens? Est-ce qu'on va demander aux citoyens ce qu'ils en pensent? Ou est-ce que ça va être une question prise dans quelques bureaux? Là, je ne sais pas si monsieur le député a un avis sur cette question, mais je pense que sur cette question-là, il serait complètement catastrophique de ne pas demander l'avis des citoyens. Alors, très bien, Valérie, la table ronde, formidable. Et ensuite, je poserai alors, d'abord au député, et ensuite, je poserai la question, est-ce qu'on peut partager l'énergie? Je pense que vous êtes allé laisser aller une petite facilité, parce que vous savez, l'avis des citoyens, c'est demandé à chaque élection présidentielle et à chaque élection législative. Et les citoyens, ils ont tranché sur des programmes présidentiels. Et Emmanuel Macron, il n'a jamais fait un programme sur la sortie du nucléaire. Et j'attends d'ailleurs de voir le président de la République ou les députés qui seront élus sur un programme de sortie 100% du nucléaire. En revanche, on est sur une approche pragmatique et équilibrée d'équilibrage du mix. Donc ça, c'est la décision qui a été prise par la France. Tout à l'heure, le sénateur qui était là disait mais la programmation pluriannuelle de l'énergie, c'est un décret, c'est problématique, le Parlement n'est pas associé. Et on l'a résolu ce problème. Dans la loi énergie-climat qu'on a votée il y a 6 mois, justement, on est très fiers d'avoir décidé que le Parlement serait associé maintenant à toutes les programmations pluriannuelles de l'énergie qui seront des lois programmatiques à partir de 2023. Donc tous les 5 ans, les représentants de la nation, qui sont comptables devant les électeurs, décideront de la stratégie de la France. Donc ça, c'est des avancées très importantes. Ensuite, l'équilibrage du mix, il ne sera possible que lorsqu'on aura aussi résolu le problème de l'intermittence et du stockage. C'est aussi pour ça qu'on a une approche équilibrée, qu'on doit avoir un discours de vérité, lié aussi au coût de l'énergie et de l'électricité que sont prêts à payer les citoyens. Aujourd'hui, c'est vrai, on est dans une fourchette très intéressante puisque les énergies renouvelables deviennent compétitives. Donc ça, c'est intéressant puisqu'il n'y a plus le débat trop cher, pas assez cher. Le nucléaire doit aussi faire ses preuves pour montrer que les nouveaux réacteurs nucléaires seront compétitifs. Mais notez bien que le rapport du GIEC lui-même note que le nucléaire est une des clés de sortie à l'échelon mondial de la décarbonation. Donc c'est dans la complémentarité entre les électriciens et les gaziers, entre le nucléaire et les énergies renouvelables, en investissant massivement sur les économies d'énergie, qu'on trouvera la voie de sortie, et pas dans un discours uniquement anti-nucléaire, qui finalement serait simpliste à mes yeux. Arnaud, est-ce que vous pouvez présenter d'abord votre responsabilité et vos actions? Oui, bonjour, merci de m'avoir invité à intervenir. Donc, Anne l'a présenté rapidement. Énergie partagée, c'est un mouvement national. Donc, il y a Énergie partagée association et Énergie partagée investissement. Donc, Énergie partagée investissement, c'est un fonds où des particuliers ont souhaité investir, ont souhaité soutenir les énergies renouvelables. Donc, c'est 22 millions d'euros quand même qui ont été levés. Donc, c'est une somme
qui permet aujourd'hui de développer, de financer, de construire et d'exploiter des projets énergie renouvelable dans toute la France. Donc ça commence à prendre une réalité, hein, puisqu'en 5 ans, c'est un peu plus de 250 projets qui sont en cours de développement ou en cours d'exploitation. C'est environ 100 MW de solaire et environ 300 MW d'éolien. Donc c'est quelque chose qui commence à peser dans un temps court, puisque cette énergie publique et citoyenne, on n'en parle que depuis peu de temps. Et énergie partagée, donc c'est un mouvement dans toute la France, d'entreprises, d'associations, de sociétés coopératives, de SIC, qui, souvent avec le soutien de l'ADEME, souvent avec le soutien de régions, développent, conseillent, incitent à prendre en compte le territoire, à prendre en compte les citoyens, à prendre en compte les élus pour développer des projets territoriaux d'énergie renouvelable. Voilà, donc c'était un peu ça répond un peu à votre question en début du débat où vous disiez mais comment faire, comment associer en fait les citoyens et les élus. Et c'est vrai que tout va se jouer dès le départ. En fait, comment le projet démarre. Nous, par exemple, je suis donc coprésident d'énergie partagée. Je suis aussi directeur d'une SEM, donc une SEM où les collectivités sont actionnaires majoritaires et on a aussi des partenaires privés. Et dans tous les projets qu'on développe, dès le début, on associe les collectivités concernées, les communes, comités de communes ou autres, et les citoyens. C'est-à-dire qu'on ne va pas développer un projet solaire ou un projet éolien et une fois qu'on a le permis de construire et gagné l'appel d'offres, dire « Ah bah tiens, je vais faire du crowdfunding sur Internet et pendant 3 ans, je vais rémunérer à 6% des particuliers sur le web qui vont me soutenir ou je vais revendre une partie de mes parts à la collectivité parce que j'ai coché la case bonus 3 € à l'appel d'offres ». On est plus dans une logique depuis le premier jour de développement, on met en place des comités de travail avec les élus, on met en place des actions d'animation, de relations avec les citoyens, on voit si localement on peut créer une SIC qui pourra investir quand le projet sera finalisé. Donc tant en phase développement, mais c'est beaucoup de travail, c'est du travail et des coûts, qu'après en phase construction ou en phase d'exploitation pendant 30 ou 40 ans, souvent c'est des bouts de 30 ou 40 ans, on a les citoyens et les collectivités autour de table, mais autour de table actifs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une collectivité s'intéresse à notre projet et fait un projet avec nous, c'est du travail pour les élus et les services pour suivre le projet. Ce n'est pas des parties dormantes, c'est vraiment des parties prenantes au projet. Et c'est une première brique, je pense, qui répond à votre question de comment... Absolument. Et cette première brique, elle vient du temps et des moyens qu'on passe dans l'animation vis-à-vis des élus et dans l'animation des citoyens dès le début du projet et tout le long du projet. Ce qui est un changement énorme, parce que l'énergie était imposée en France, pas du tout partagée, on n'avait pas le choix. Si on voulait de l'énergie, il fallait signer le contrat, et puis on ne savait pas les sources, c'est rien du tout. Donc c'est complètement... la notion de choix dans l'énergie n'existait pas. Alors, l'autorité environnementale maintenant, comment elle intervient dans cette nouvelle conception de notre relation avec l'énergie ? L'autorité environnementale, elle a émergé en fait du fait du droit européen avec l'idée d'abord de contribuer à l'amélioration des projets, c'est-à-dire on est dans des processus d'amélioration continue, faire en sorte que les projets qui soient faits, réalisés, prennent en compte l'environnement, tout l'environnement, mais aussi, et c'est important, faire en sorte que les avis de l'autorité environnementale contribuent à éclairer le débat public. L'autorité environnementale ne prend jamais position sur un projet, pour ou contre. En clair, notre travail, c'est d'analyser à 360 degrés sur toutes les questions d'environnement les impacts potentiels d'un projet. Nous n'avons qu'une envie, c'est comme l'indiqué, faire en sorte que le projet soit amélioré, mais surtout que le choix qui sera fait est un choix démocratique par des citoyens éclairés et donc contribue effectivement à un débat. Donc, lorsqu'il y a du greenwashing, on le conteste. Quand il y a des bonnes choses, on le dit. Il se trouve que nos avis, par contre, sont essentiellement quand même des avis critiques, dès lors qu'ils ont vocation soit à faire ressortir ce qui pourrait être amélioré, soit justement ce qui fait défaut dans le dossier et dans la façon d'informer le citoyen. Je dois dire que lorsqu'on a eu un parc photovoltaïque une première fois, on avait été assez critique, puisque c'était dans un site classé sur un massif forestier, donc c'était probablement difficile. Depuis, on a vu la plupart des avis concernant des éoliennes en mer, des parcs éoliens en mer. Je dois dire que je pense que les avis qu'on a fait sur le sujet ont été aussi profonds que les autres, mais je dirais avec les qualités variables selon le type de projet, selon le type de dossier.
Ça, c'est pour ce qui concerne projet par projet, et donc avec l'idée de faire en sorte que quand les projets font l'objet d'une enquête publique, après, tout le monde sache à quoi s'en tenir. On rend aussi des avis sur les planifications énergétiques, que ce soit au niveau national ou que ce soit au niveau régional. Là, je dois dire que c'est un peu plus complexe, c'est un peu plus délicat. L'idée, comme l'a dit Madame, d'essayer là aussi de faire en sorte que le citoyen puisse lui aussi se faire son opinion sur ces planifications énergétiques. Je dois dire que l'art de l'évaluation environnementale d'une planification énergétique est un art compliqué, la méthode est compliquée, et derrière la consultation du public est également un exercice compliqué, la façon dont ça va être pris en compte, elle l'est encore plus. Et donc là, je dois dire que les avis qu'on rend sont souvent plus critiques, justement sur la méthode et sur le résultat. Et derrière, quand on voit par exemple les nouveaux plans comme les SRADET, les PCAET qui ont vocation à décliner les planifications nationales au niveau régional ou au niveau territorial, il y a beaucoup, je dirais que c'est beaucoup de bonnes intentions, sans qu'on ait vraiment la certitude que les objectifs qui sont fixés sont atteints. Quand je dis ça, le constat qu'on fait même souvent, c'est qu'il y a un écart croissant entre les objectifs affichés dans la loi, dans les plans, et la réalité, et ça veut dire que du coup, cet écart pour l'instant, je dirais, ne se résorbe pas. Je dois dire que dans un certain nombre de SRADET, on voit même, et donc c'est bien un problème d'acceptabilité par le citoyen, on voit même deux régions qui ont affiché un bannissement des éoliennes, alors que théoriquement, l'évaluation environnementale devrait être là justement pour permettre de trier, de séparer le bon grain et l'ivraie, c'est-à-dire de dire, il y a peut-être des endroits où effectivement, il y a saturation, c'est compliqué, il y a un problème d'acceptation. J'ai oublié de préciser que dans les critères ou dans les choses, naturellement, que nous racontons dans nos avis, nous parlons au nom de ceux qui ne peuvent pas parler, la nature, les chauves-souris, les oiseaux. Et donc ça veut dire qu'on essaye effectivement d'avoir aussi, de représenter dans nos avis une analyse pour le compte de l'intérêt général. Et je dois dire que du coup, effectivement, il y a un certain nombre d'endroits où les énergies renouvelables commencent à être avec une acceptabilité beaucoup plus limitée que je dirais dans d'autres secteurs. C'est pas une raison pour arrêter, c'est-à-dire que du coup, on aimerait bien voir dans ces planifications des analyses qui soient un peu plus, je dirais, fines, pour pouvoir essayer de plaider et de dire, voilà, à la limite, là, on pourrait en faire. Après, effectivement, c'est à chaque projet d'établir une concertation avec le public, avec le voisinage, et puis, effectivement, de contribuer par une analyse de tous les impacts environnementaux, d'assurer une meilleure acceptabilité. Je dois dire qu'une majorité des maîtres d'ouvrage qu'on rencontre, pour lesquels on rend des avis, comprennent cette fonction de nos avis qui est d'améliorer le projet et d'améliorer leur acceptabilité dans l'environnement. D'autres qui comprennent un peu moins. Après, je répondrai peut-être à d'autres questions sur la question de savoir comment la démocratie fonctionne actuellement autour de ces questions-là. C'est ça la question. Une des questions posées par la démocratie, on le voit bien, c'est la représentativité, on le voit bien, mais c'est aussi comment la démocratie peut intégrer les valeurs de long terme. Parce que par définition, attendez, vous ne répondez pas tout de suite parce que malheureusement je vais être obligé de partir, mais il y a un bien meilleur qui va prendre le relais, c'est-à-dire Philippe va prendre le relais parce que moi je pars pour la Bretagne, notamment pour regarder un peu ce qui se passe en termes d'énergie renouvelable, mais comme on l'a vu à 14h, il y a intérêt qu'elle s'améliore un tout petit peu. Donc je ne sais pas si le ministre Le Drian est encore là, mais je lui dis mon affection. Il est déjà arrivé. Donc je lui dis mon affection. Donc la seule, pour lui, la seule excuse acceptable de quitter une table ronde aussi importante, c'est de prendre le train à 16h pour Vannes, pour aller rencontrer tous les producteurs bretons. Voilà, je vous remercie beaucoup et à l'année prochaine. Merci Eric. Merci Eric, et effectivement on va continuer cette table ronde. Pour la continuer, et en attendant juste l'entrée en salle du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, je vais demander à Iyab Ali Gadaye, président de Earth Africa, qui est dans la salle, je crois, qu'il nous rejoigne sur scène. Il y a 2 fauteuils de libre maintenant. Et puis je vais demander également à Adélaïde Charrier, la militante wallonne pour le climat, coordinatrice francophone du mouvement belge Youth for Climate, de bien vouloir venir aussi. Si vous êtes là tous les deux, vous avez 2 fauteuils qui vous attendent. Voilà, rejoignez-la. Et je voudrais juste rapidement redonner la parole à Philippe Le Danric, là où il s'est arrêté, et notamment sur la démocratie environnementale. Merci, parce que ça fait un peu aussi écho à ce qui a été dit ce matin sur l'urgence écologique versus la démocratie. Quelqu'un a dit ce matin, ça m'a beaucoup frappé, parce qu'effectivement on y pense,
est-ce qu'un jour, finalement, l'urgence écologique ne conduira pas, éventuellement, un gouvernement, je ne sais qui, à prendre des décisions directives qui seraient antidémocratiques? Et donc, en clair, est-ce qu'effectivement, on ne risque pas d'arriver dans ce genre de situation? Et c'est vrai que la tension qui existe sur l'envie d'un développement rapide, d'un rattrapage sur les énergies renouvelables, puisque toutes les planifications affichent cela, actuellement se heurte réellement à ça. Et je ne crois pas qu'on puisse, enfin, à une petite mesure, quand même toute proportion gardée, mais c'est clair qu'il y a une envie, du coup, de bousculer les processus démocratiques pour essayer de faire des projets plus rapidement que possible. Je pense sincèrement que ce qu'on constate justement sur certains territoires, et j'ai cité des territoires où il y avait une perception de saturation par rapport à une surreprésentation d'éoliennes, par exemple, c'est que s'il y a un blocage à un moment donné par rapport à un certain type d'objet de ce type, là, on risque d'avoir vraiment des grosses difficultés à moyen terme pour aller jusqu'au bout et essayer de promouvoir le développement des énergies renouvelables, dont on souhaite effectivement pour d'autres intérêts, notamment l'intérêt général. Et donc, je dois dire que la question de l'allure, la vitesse à laquelle on fait tout ça, doit peut-être pas totalement ignorer le fait qu'effectivement, on a besoin d'acceptabilité par le public et donc d'un débat démocratique pour ces objets-là. Merci. Arnaud Brunel, le crowdfunding marche bien en ce moment. C'est bon signe, c'est plutôt bon signe. Les plateformes de financement participatif fonctionnent bien. C'est complémentaire par rapport à ce qu'on a entendu tout à l'heure sur la société d'économie mixte. Oui, alors comme je l'ai rappelé tout à l'heure, hein, nous c'est vrai qu'on est plus basé sur de l'investissement directement dans les sociétés de projets concrets des citoyens, de les associer dès le début, qu'ils soient investisseurs et qu'ils restent sur les 30 ou 40 ans du durée du projet. Le crowdfunding, ça permet effectivement de lever des fonds sur un territoire auprès de personnes qui, plutôt que de placer sur un livret A à 0,5%, vont placer de l'argent à 5% et pour du solaire plutôt que de soutenir, je ne sais pas, l'industrie du plastique par exemple. Donc pourquoi pas. Donc c'est un des outils complémentaires pour faire de la sensibilisation des citoyens, mais c'est pas, on va dire, la première brique de l'investissement citoyen. C'est pas ça qui va faire que les citoyens vont s'intéresser aux énergies renouvelables et vont... c'est un plus, c'est un outil parmi tant d'autres, et c'est vrai que nous on est plus basé sur le fait de les associer. Et dans les citoyens que les collectivités, hein, parce que pour répondre à votre propos tout à l'heure sur la loi énergie-climat, on a par exemple aujourd'hui les collectivités, dans toutes nos SAS, on a les collectivités du territoire, communes, communautés de communes qui investissent. Depuis la loi de transition énergétique, qui pouvaient investir, généralement vous mettez des capitaux très très faibles dans les sociétés et vous mettez beaucoup de comptes courants. Donc les collectivités mettaient les comptes courants pour leur part, bien entendu. Et là, la loi de transition énergétique leur permettait de participer à ce financement. Et la récente loi énergie-climat les a limités à 2 ans, renouvelables une fois, donc 4 ans. Donc ça a été la nouveauté de l'été dernier. Et donc nous, on a toutes les collectivités qui sont dans nos projets qui disent, alors les autres partenaires privés, comme les CEL, comme les industriels ou autres, eux vont avoir leur fonds propres rémunérés sur 20 ans, et nous, on est limité à 2 ans renouvelables une fois. Donc là, il y a très clairement eu un recul de la loi par rapport aux dispositions antérieures pour l'investissement, alors pas citoyen, mais l'investissement public. Elles peuvent prendre des parts de capital, mais par contre les comptes courants, on les limite à 2 ans renouvelables une fois, alors qu'on a un tarif de la Creuse sur 20 ans et souvent des baux sur 30 ou 40 ans. Voilà. Parole maintenant à Miguel Plusnergot, qui est directeur de la division des sciences écologiques et des sciences de la Terre à l'UNESCO, pour lui demander quelle est la vision de l'UNESCO qui nous accueille aujourd'hui. La vision de l'UNESCO sur la transition énergétique et sur les énergies renouvelables. L'action de l'UNESCO dans les énergies renouvelables. Évidemment, nous ne sommes pas une agence des Nations Unies qui travaille principalement sur ce sujet, mais nous avons beaucoup de programmes qui participent. Mais il y a un mot-clé dans tout ça que je voudrais dire, c'est le partenariat. Nous organisons beaucoup le partenariat, et je voudrais immédiatement reprendre le mot de Monsieur le ministre par rapport, par exemple, au développement de l'Afrique. Il y a un rapport World Energy Outlook 2019 qui nous indique que dans tout le continent africain sont produits 5 gigawatts par an d'énergie solaire. Ça, c'est moins de 1% de la totalité de la production.
Donc justement, comment changer cette donne? Et je crois que nous avons eu ici un excellent exemple, à travers la coopération française, et surtout dans cette région, ça pourra se faire, et nous sommes évidemment impliqués dans la création de ce partenariat. Après aussi, nous avons entendu ici de Energy Observer. Nous étions un des premiers partenaires de cette aventure pour donner vraiment un appui de notre part, et surtout un appui moral, qui a peut-être aussi permis de cette entreprise de prendre l'envergure et de devenir si important. D'ailleurs, quand le bateau voyage à travers le monde, il visite des sites de l'UNESCO, qui sont les sites du patrimoine mondial, les réserves de biosphère et un nouveau système que nous avons établi en 2015 sur les géoparcs. Après, il y a évidemment des projets qu'on fait, je dirais, des écoles solaires, par exemple, dans 5 pays en Afrique, Bénin, Madagascar, Mauritanie, Niger et Togo. Et là-dedans, il y a beaucoup d'activités de nos différents programmes. Après, pour revenir aux réserves de biosphère, spécialement, ce sont des systèmes de conservation de la nature et de la biodiversité et du développement durable intégré. Et là, je voudrais seulement citer 2 exemples dans lesquels nous sommes avec nos partenaires, qui sont principalement les gouvernements nationaux, mais aussi les gouvernements locaux et des fois le maire, par exemple, des îles. 2 exemples. Un exemple, c'est El Hierro, une île des Canaries, qui a établi, avec l'appui de la communauté européenne, un système de génération d'énergie éolique et stockage de cette énergie en eau. En fait, l'eau est pompée sur un lac en hauteur. La nuit et le jour, l'eau retourne, et donc c'est un stockage d'énergie. Et l'île a réussi quand même à être absolument carbone neutre. Donc toute une île entière, on peut là, comme ça, décarboniser. C'est la raison pour laquelle le syndicat des énergies renouvelables a décerné à son gouverneur en 2015 le trophée des énergies renouvelables. C'est M. Alpidio Armas González, voilà, gouverneur de l'île d'El Hierro. Un autre exemple, Menorca. Menorca, il y a beaucoup de tourisme, mais il y a aussi beaucoup de tourisme de voitures. En été, quand les gens viennent visiter l'île, il faut importer beaucoup de voitures du continent, des voitures avec moteur thermique pour les touristes. Donc il y a un projet que le gouvernement de Menorca a commencé dans le cadre de la réserve de biosphère avec l'UNESCO, avec Nissan, sur les énergies éoliennes, installer tout un système de transport électrique, de voitures électriques, créées comme des pools de voitures, pas seulement pour les touristes, mais aussi pour les habitants. En fait, si on fait le calcul, on arrive de l'énergie durable au transport durable, au tourisme durable. Donc c'est aussi assez clair comment peut-on agir sur une île pour commencer comme modèle. Mais je voudrais vous donner 2 exemples aussi. On a parlé beaucoup du CO2 dans l'air, la production énergétique. Mais aussi, nous avons dans nos différents systèmes, par exemple le patrimoine mondial naturel et les réserves de biosphère, la protection de la nature veut dire aussi protection du stock de carbone qui est dans la végétation. Nous avons entendu beaucoup des feux là récemment, en Australie, en Amazonie et partout. Vous pouvez imaginer combien de CO2 a été libéré à travers ces feux. C'est énorme. Mais là aussi, en protégeant ces forêts, en les mettant sous une nomination UNESCO, on travaille contre cette augmentation du CO2 dans l'air. Il y a des réserves de biosphère, par exemple, aujourd'hui, que vous pouvez identifier par le satellite. Vous voulez la frontière par le satellite. Donc, sans cette désignation, la forêt existante serait déjà partie. Et je crois que ça, c'est très important. Et c'est aussi dans un programme global que nous avons développé. Nous avons quand même 2000 sites à niveau global. Que nous avons aussi des projets de conservation. Ça inclut aussi, évidemment, des projets de réforestation, que c'est évidemment une carbon sink, où on enlève du CO2 dans l'air. Ça, pour quelques actions concrètes.
Évidemment, nous sommes partenaires dans les IPBES, dans la plateforme de protection de la biodiversité, avec d'autres agences des Nations Unies, qui sont un peu le GIEC pour la biodiversité. Et là aussi, on essaye de faire le lien entre les deux. Le GIEC, qui va d'ailleurs avoir sa prochaine réunion ici dans nos murs le 24 février jusqu'au 27 février. Évidemment, nous ne sommes pas directement partenaires avec eux, mais nous serons à l'ouverture, nous serons là pour héberger et pour donner évidemment importance de tous leurs travaux dans les programmes de l'UNESCO, qui sont évidemment à partir des sciences que je viens de mentionner, mais aussi beaucoup l'éducation. C'est très important que tout ce que nous faisons, tout ce que vous faites ici, entre dans les curricula, fait part de l'éducation nationale, fait une conscientisation des jeunes. C'est très important que ça entre dans les esprits des jeunes, parce que ce sont eux qui vont surtout subir les conséquences du changement climatique. Donc nous avons beaucoup de forats des jeunes, comme récemment à New York avec le secrétaire général des Nations Unies, où il a eu le Climate Youth Forum, et nous avons envoyé toute une délégation d'une centaine de jeunes émanant de réserves de biosphère pour passer ce message. Donc ça aussi, c'était un partenariat que nous avons évidemment avec notre agence des Nations Unies, qui est très fort. Et finalement, je voudrais aussi remercier aussi la France beaucoup pour le soutien qu'elle donne à l'UNESCO dans tous les programmes, financièrement, mais aussi avec le soutien directement dans les différents programmes, que ce soit du Comité MAP, du Patrimoine mondial et d'autres. Nous comptons beaucoup sur ce partenariat et je crois que là-dedans, à niveau global, nous pourrons donner une bonne action, établir, peut-être aussi pour vous ici, représentants de l'industrie et de beaucoup de ONG, des possibilités de partenariat. Et ça, c'est rien d'autre que le ODG 17 des ODG 2030 que nous sommes ensemble tous en train de mettre en œuvre. Merci beaucoup. Merci Miguel.